Bonjour à tous, je m'appelle Mégane Perrin, je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel Sur Place Importé et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux, mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Mathieu, c'est le cofondateur et le président de la marque Paille à Pâte. Paille à Pâte, c'est une marque qui propose un accompagnement des cafés, des bars ou encore des restaurants vers leur transition écologique, notamment en proposant une alternative aux pailles en plastique ou encore en carton, avec des pailles faites à base de pâtes alimentaires 100% biodégradables. Restez jusqu'au bout car il va vous donner tous ses meilleurs conseils pour oser et réussir à vous lancer. C'est parti! Bonjour Mathieu, Bonjour Mégane. comment tu vas? Très bien, merci et toi? Eh bien ça va, merci d'être ici, ça me fait très plaisir de te recevoir. Merci à toi. Alors, mais si tu veux, pour commencer, je t'invite à te présenter rapidement, donc avec ton animal totem notamment, et puis à me présenter un peu ton parcours, tout ce qui a fait, du moins comment tu es devenu entrepreneur, et comme ça après on détaillera ton projet, si ça te dit. Donc moi je m'appelle Mathieu Laurençon, je suis président chez Paille à Pâte SAS, une marque qui accompagne les établissements des cafés, hôtels, restaurants dans leur transition écologique, en proposant notamment plusieurs solutions et notamment des pailles en pâte alimentaire. Et donc mon animal totem, c'est le tigre. C'est vrai que c'est un animal qui m'inspire beaucoup et dans lequel je me reconnais par à la fois son calme, mais aussi son agressivité de temps en temps, et aussi son côté discret qu'on a souvent du mal à l'apercevoir. Je trouve que c'est un petit peu ce qui me représente. Ok, super. Et donc au niveau un peu de ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait comme études avant de faire paille à pâte? J'ai fait donc dans un premier temps, j'ai fait un bac, scientifique. À l'époque, il y avait encore le bac scientifique. Mm. Juste après le bac, à la sortie du bac, j'ai enchaîné avec une école de commerce, l'IDRAC Business School et donc dans cette école, j'ai fait un bachelor, business et marketing que je finis cette année et donc j'ai Mhm. lancé Paille à Pâte pendant ce bachelor. D'accord, super. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Paille à Pâte, sur eh bien son développement, sur comment tu t'es lancé, comment l'idée t'est venue, un peu nous parler un peu de tout ça, de la genèse? Au niveau de l'idée, c'est une anecdote qui est assez rigolote. C'était un samedi soir où des amis voulaient qu'on sorte dans un nouveau bar qui venait d'ouvrir vers chez moi. Et j'avais Ouais. vraiment pas envie de sortir ce soir-là. J'étais pas très motivé et on m'a poussé à y aller. Et on a bien fait parce que du coup, en arrivant dans ce bar, j'ai découvert des pailles en pâte. C'était en 2018. La loi d'interdiction du plastique à usage unique n'était pas encore prononcée. Et là, je Mhm. découvre des pailles en pâte. Et je trouve ça très original, très surprenant. Et on m'explique que voilà, c'est pour un côté écologique, que c'est pour supprimer les pailles en plastique. Et je trouve l'idée super, mais le barman me dit que voilà, il a du mal à s'approvisionner. Ouais. Et quelques mois plus tard, je suis dans mon canapé en train de scroller sur Facebook et je tombe sur un article qui dit que les pailles en plastique vont être supprimées. Et là, on a deux fils qui se connectent dans mon cerveau et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à tenter. Et puis, je me suis renseigné pendant 3 ou 4 mois. Je me suis renseigné. J'avais beaucoup de temps dans mes études et déjà, je réfléchissais un petit peu à quelques aventures entrepreneuriales qui auraient pu se lancer, qui se sont pas lancées. Mhm. Et j'ai trouvé du coup cette idée de paille très originale. Et en 3 4 mois, oui, j'avais mon business model, j'avais un petit peu ma stratégie. Et donc, je commandais le premier stock avec une auto-entreprise au début pour limiter un petit peu les risques. Ouais. Et donc, une fois le stock réceptionné, j'allais tout simplement, je passais mes week-ends dans les bars à essayer de démarcher, de proposer mon produit. Alors au début, c'était un peu, j'avais pas la vision que j'avais aujourd'hui, hein. À l'époque, Mm. je proposais un produit sans réellement savoir ce qui pouvait y avoir derrière. Mais voilà, après l'idée s'est développée. J'ai été rejoint par mon associé aujourd'hui. On a créé une SAS. Et maintenant, on va aller chercher un petit peu plus loin que le produit, c'est-à-dire, voilà, on va essayer de les accompagner au mieux dans leur transition écologique
Ouais. parce que c'est des demandes qui sont croissantes, hein, chez les Mmh. consommateurs. On veut tous mieux consommer. Les bars veulent bien, les bars et d'ailleurs les restaurants également, veulent bien proposer quelque chose de plus responsable, mais aujourd'hui les solutions sont très limitées pour eux et c'est un milieu où il faut un petit peu leur apporter la solution clé en main sur un plateau pour qu'ils acceptent de la mettre en place. Et donc du coup, c'est ce qu'on essaye de faire chez Payapat. Et depuis, Payapat s'est bien développé. Voilà, j'ai commencé, c'était dans mon cabanon, dans le jardin. Et aujourd'hui, on est dans des entrepôts de plusieurs milliers de mètres carrés. On expédie partout en France, Ouais. partout en Europe. On a la possibilité également d'expédier partout dans le monde. C'est une équipe de 7 personnes qui travaillent à temps plein avec nous. D'accord. Donc voilà, ça a bien grossi en l'espace de 2 ans. Et voilà, Ah super. C'est une belle aventure en tout cas. merci. De rien. Et non, c'est vraiment génial. Et donc comment ça s'est un peu passé? Donc j'ai vu tu as mis donc à peu près 4 mois à vraiment te lancer toi tout seul. Comment tu as réussi à faire ton business plan? Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont aidé? Comment ça s'est passé tout ça? Alors, moi je suis absolument contre les business plans, dans le sens où je trouve que c'est uniquement pour faire plaisir à un banquier et ça ne définit absolument pas la vision et la stratégie d'une entreprise. Ouais. Donc j'ai pas fait de business plan réellement. Il fallait déjà penser l'idée en fait. C'est ça qui a pris 4 mois. C'est il fallait voir déjà comment le produit allait être accepté sur le marché. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait pas se lancer, si personne n'était prêt à l'acheter. Mmh. Et ensuite ça a été de vraiment définir, voilà, est-ce que j'y vais réellement? Parce qu'à l'époque j'avais 18 ans. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à faire concrètement? Qu'est-ce qu'il va falloir que je gère? Il y a toute la partie émergée de l'iceberg où on voit voilà, la prospection commerciale, le compte Instagram, mais Mmh. en dessous, on a des choses qu'on ne voit pas tant qu'on ne s'est pas lancé, qui sont comment gérer mon stock, comment gérer mes coûts, comment gérer mes dépenses et surtout comment voilà, déclarer après tous ces impôts en auto-entreprise. Ah oui. Et alors après, quand on ouvre une SAS, c'est pire, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas prévoir et qu'on nous prévient pas, qu'on nous apprend pas à l'école. Et donc du coup, pour me faire un petit peu accompagner pour l'auto-entreprise, j'ai eu la chance d'être suivi par ma mère qui a été chef d'entreprise pendant longtemps. Donc du coup, elle m'a donné beaucoup de conseils sur comment s'organiser, calculer son coût de revient, définir son prix, Ouais. avoir un discours commercial. Ça, je l'avais un petit peu appris à l'école, mais c'est vrai que du coup, bah, là, on passe sur un exercice pratique Mmh. où on a de l'argent en jeu. Donc, il y a toujours un petit stress. Ouais. Mais voilà, j'ai pu être accompagné beaucoup par ma mère et puis après beaucoup aussi par mon école. J'étais très demandeur d'informations auprès de mes professeurs. Mmh. J'allais chercher un petit peu plus loin que les cours qu'on nous donnait. Je posais beaucoup de questions et je posais beaucoup de questions du coup qui étaient orientées sur mon activité ou sur ma Ouais. future activité pour que ça me serve au maximum. D'accord. Bah, c'est bien en tout cas que tu aies pu avoir, bah, ta maman qui t'a aidé là-dedans, qui avait de l'expérience, c'est vraiment C'est cool. ça. Mmh. Après, on peut demander, enfin, j'ai demandé aussi des conseils à d'autres entrepreneurs, Ouais. pas forcément que ma famille, hein, parce qu'on n'a pas tous la chance Oui, d'avoir bien sûr. des parents qui ont été chefs d'entreprise. Mais voilà, j'ai pas hésité en fait à poser des questions, à être curieux auprès des autres, à beaucoup écouter. Il faut beaucoup écouter des entrepreneurs. Je lisais pas du tout à l'époque, et on m'a Ouais. offert un livre d'Alexandre Mars qui s'appelle Ose. Tout le monde peut devenir entrepreneur, et je trouvais que en fait, rien que dans ce livre, on avait énormément d'informations sur la vision qu'il faut adopter à la fois sur une stratégie globale, mais aussi sur des petites choses. Et c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré après pour la SAS. Donc voilà, il faut être curieux, il faut aller chercher l'information et il ne faut pas Ouais. hésiter à poser des questions à des gens qui peuvent nous apporter cette information. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Et et donc après tout ça, après avoir un peu, voir au niveau de l'offre et de la demande et comment tu as pu, comment tu as créé ton offre et quelles sont les différentes étapes, de peut-être de réflexion qui t'ont permis d'établir, vraiment ton offre, exactement ce que tu souhaitais faire? Alors nous, pour notre offre, on s'est beaucoup appuyé sur le besoin consommateur final, c'est-à-dire celui qui va aller dans le bar.
Oui, On s'est pas forcément tourné. Au début, on était plus tourné sur le besoin du bar, mais très vite, en fait, j'ai changé d'axe pour me d'accord. concentrer sur le besoin consommateur en partant du principe, alors la vision a évolué depuis, mais en partant du principe que ça allait être le consommateur notre premier commercial. C'est-à-dire que si on vendait, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, Mmh. lors de publicités ou autre, si on vendait le produit au consommateur, il allait vouloir le tester dans un de nos bars partenaires. Ouais. Et donc, on allait potentiellement apporter des nouveaux clients à ces bars partenaires et c'était notre argument de vente. En plus des caractéristiques produits, on est sur une paille qui est beaucoup plus qualitative que celle en carton, Mmh. beaucoup plus écologique, elle est comestible, elle est beaucoup plus originale. Donc, du coup, on avait tous ces arguments-là pour définir une offre qui nous permettait d'arriver vers les bars en disant, bah voilà, aujourd'hui, avec une paille en pâte, vous n'allez pas seulement remplacer la paille plastique, mais vous allez investir sur potentiellement des nouveaux clients, fidéliser vos clients que vous avez actuellement parce que vous répondez à leurs besoins de consommer plus responsable, de consommer plus écologique, Mmh. de consommer plus naturel aussi. Et donc, on venait vraiment les aider là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai pu, dans un premier temps, définir l'offre de paille à pâte. Voilà, c'est aller chercher un petit peu plus loin que juste de l'achat-revente de produits, mais vraiment aller chercher dans qu'est-ce que je vais apporter à mon client, quelle va être en gros ma proposition de valeur auprès de ce client qui va faire que il va sortir son chéquier pour acheter mes pailles. D'accord, OK, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est du coup, c'est une bonne chose de s'être plus tourné côté consommateur que vers les bars directement. C'est ça. C'est super intéressant. Ouais, tout à fait. Et donc après côté un peu plus complexe, l'envers du décor, tout ce qui a été, bah, fournisseur, comment tu as pu créer, ces pailles? Comment ça s'est passé? Notamment, bah, les tout ça, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Ça a dû être vraiment difficile à savoir, comment qui contacter, les usines, tout ça. Je sais vraiment pas comment ça se passe. Je sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point-là? Ouais, alors après, au niveau de nous, notre premier sourcing fournisseur avant la SAS, la paille existait déjà, la pâte, pardon, existait déjà, Mmh. elle était vendue en tant que pâte. Et Ouais. donc nous, on a juste détourné sa fonction. Le premier fournisseur, en fait, c'était voilà, acheter son produit, le reconditionner et après le livrer au bar. Aujourd'hui, on a voulu faire un nouveau sourcing au début de la SAS. Et donc là, ils nous le conditionnaient pour nous sous notre marque. Donc c'était déjà tout conditionné. Et donc D'accord. pour les trouver, cela, bah, c'est pas plus compliqué que d'ouvrir Google et de taper ce qu'on cherche. Et après, dans un premier temps, à 18 ans, c'était très compliqué d'appeler des usines, et encore plus en anglais. Ah oui. Des usines en Italie avec qui il fallait échanger en anglais pour bah voilà, se mettre d'accord sur un prix, se mettre d'accord sur un conditionnement, Mmh. se mettre d'accord sur tout ça. Mais voilà, il faut pas avoir peur, il faut tenter, il faut pousser des portes un petit peu. Et c'est ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé. Et voilà, ça a été de la recherche sur Internet, ça a été la définition d'un cahier des charges pour la SAS après, D'accord. quand on a fait le deuxième sourcing fournisseur, un cahier des charges de nos attentes et donc peser un peu plus dans les négociations en fonction des quantités. Pour donner un ordre d'idée, on a commencé la SAS avec 1 million de pailles en stock, donc une première commande d'1 million de pailles. Et Ah donc oui. c'est vrai quand on arrive sur un producteur, même à 20 ans, ou à 19 ans, ou à 18, ou quand on est jeune, voilà, quand on arrive avec des telles quantités et qu'on sait qu'on va les vendre et qu'on sait qu'on va recommander derrière, et ben ça met un peu plus en confiance les Mmh. industriels parce qu'ils croient à une relation durable et à un client fidèle qu'ils vont avoir régulièrement. Et maintenant, on refait un nouveau sourcing fournisseur et là c'est un peu plus compliqué parce on essaye de les intégrer, si tu veux, dans notre stratégie. C'est-à-dire qu'on D'accord. essaye de co-construire ce produit, co-construire cette offre pour les impliquer un peu plus et voilà, pour pouvoir avoir un fournisseur fiable. Mais voilà, il faut pas avoir peur, il faut appeler, il faut envoyer des mails, Ouais. il faut aller chercher sur Google, il faut se faire un petit tableau Excel avec tous les fournisseurs potentiels qu'on peut avoir Mmh. et après les contacter. D'accord, OK, très bien. Et donc pour toute cette gestion des stocks, au tout début, donc, tu les gardais où, tout le stock, en fait? Est-ce que tu avais un petit entrepôt avant ou pas? Alors au début, j'étais vraiment, voilà, comme je t'ai dit, dans un cabanon de jardin. Ouais, Parce que c'était sous sachet alimentaire, donc il n'y avait pas de souci. Il fallait juste les conserver dans un endroit à l'abri de l'humidité et du soleil. d'accord. Donc ça allait très bien.
Mais après, dans notre développement avec la SAS, c'est vrai qu'on a été obligé, vu les quantités, de vite passer à un entrepôt, un logisticien qui allait préparer les commandes, un logisticien transporteur, en plus, on a eu la chance de trouver ça, donc il prépare les commandes et en plus, il gère la livraison. Ok. Mais au début, voilà, au début, il faut pas avoir peur de commencer avec le système D. Il faut être Mm. conscient que ce système D ne pourra pas perdurer si on veut développer une société. Mais au début, il faut vraiment limiter les coûts. Donc, ça passe par stocker soit dans sa chambre, soit dans son garage. Voilà, limiter les coûts au maximum, mais rester conscient que ça peut pas durer et que si on vise à développer son activité, il faut déjà anticiper des solutions beaucoup plus automatisées grâce à un logisticien et un transporteur. Mais pour commencer, il faut pas avoir peur que dans une chambre, voilà, on est beaucoup à avoir commencé dans une chambre, et ben, ça marche bien. Ça peut sauver les premiers mois. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et, et après, donc pour te lancer, pour tes premiers achats, je sais pas trop si tu peux un peu détailler, mais est-ce que tu as eu de toi-même un apport ou alors je sais que beaucoup ont fait des concours de start-up et donc ont eu un peu des fonds là-dessus pour faire leur première commande. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, au début, quand j'étais tout seul, j'étais pas du tout tourné sur les concours de start-up, Ouais, pour la simple et bonne raison qu'en fait, je voyais cette activité entrepreneuriale comme une formation en plus. Je m'explique. L'argent, j'avais travaillé beaucoup d'été, donc j'avais beaucoup d'argent de côté. Enfin, beaucoup, ouais. non, mais j'avais de l'argent de côté. Et cet argent de côté, je me suis dit, bah voilà, aujourd'hui, il dort sur un compte, Ouais. un livret A avec un taux de rendement à 0,5. Qu'est-ce que je peux en faire pour rentabiliser un peu plus que 0,5%? Donc je me suis dit, voilà, c'est 3000 euros. Je suis parti avec 3000 euros, moi, je ne m'en cache pas. Je suis parti avec 3000 euros Ouais. dans mon auto-entreprise pour acheter les stocks, pour acheter voilà, tout ce dont j'avais besoin et avoir un petit peu de trésorerie. Bah, ces 3000 euros-là, pour moi, ils étaient perdus. C'est-à-dire que je payais une formation, pour moi, à Ouais. 3000 euros. Et donc maintenant, c'était moi qui créais ma propre formation. C'est-à-dire que j'allais me former tout seul. Et ces 3000 euros, j'allais jamais les revoir. Donc il y a ce risque financier à prendre. Hein. 3000 euros, c'est pas rien non plus, surtout quand on a 18 ans. Mm. Et donc j'ai dit, bah, allez, hein, je pars avec ces 3000 euros. Et voilà, ça va être un peu l'école de la vie. Pour moi, je pensais pas que Payapat allait se développer autant. Jamais de la vie, par exemple, au départ, quand je me suis lancé, je pensais monter une SAS avec Payapat. Et voilà, la vie a fait que très vite, c'est devenu une SAS. Mais au début, oui, en fait, je pensais pas ce projet fiable du tout, parce que j'avais 18 ans, parce que j'avais pas trop confiance en moi, parce que je débutais dans l'entrepreneuriat. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis pas tourné vers les concours. Aujourd'hui, je regrette un peu, et aujourd'hui, avec Payapat, on se tourne vers les concours parce qu'on sait Ouais. qu'on a un projet fiable à défendre. Des concours où on se positionne bien en plus, donc c'est très important et je néglige pas les concours aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au début, non, on est parti sur un apport financier personnel qui a suffi au départ. Et après, pour la SAS, ça a été un apport personnel également, plus un prêt à la banque d'un certain montant pour pouvoir commencer l'activité correctement. D'accord. Mais j'adore ta vision de mais en fait, vraiment de toi, d'avoir mis cet argent pour t'auto-former. Je trouve ça enfin, je trouve que c'est une super bonne vision de la chose. C'est ça. En fait, je payais déjà une école de commerce à 9 10 000 euros l'année. Ouais. J'apprenais des choses, hein, mais je me suis dit, là, ces 3000 euros-là, que je vais investir dans une formation de l'école de la vie un petit peu, Mmh. eh ben, je pense qu'ils vont m'apporter beaucoup plus qu'une école. Non pas que les écoles n'apportent pas des choses, mais là, j'allais vraiment apprendre sur le terrain. J'allais vraiment apprendre par moi-même. J'allais me faire des erreurs. Je voulais faire un maximum d'erreurs et il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Les erreurs et l'échec est très mal vu en France, Mmh. mais, mais c'est le plus important. Et j'ai fait énormément d'erreurs dans mon auto-entreprise qui m'ont permis, dans la SAS, de pas les faire. Et donc, quand on va, entre guillemets, mettre beaucoup plus d'argent dans la machine, quand on fait une erreur avec une auto-entreprise avec 3000 euros de départ, on perd 500 euros, 1000 euros. Si Ouais. jamais j'avais fait la même erreur dans une SAS, j'aurais pu perdre 5000, 10 000 euros. Et donc, c'est pas pareil. Et donc, ça a été vraiment une formation en me disant, bah voilà, je vais faire le maximum d'erreurs, je vais faire le plus d'erreurs possible que je peux, parce que je suis débutant, parce que j'apprends. Et ces 3000 euros vont financer ces erreurs, entre guillemets. C'est bizarre dit comme ça, mais Ouais, non ces mais 3000 euros vont financer ces erreurs pour que je puisse plus jamais les faire derrière. ouais. Ouais, c'est vraiment super. Je trouve que
trouve que tu as vraiment bien fait de faire ça. Je trouve que c'est très intéressant. Après, voilà, on peut partir avec 3 000 € comme on peut partir avec 500 € sur Oui, certaines activités, hein. Moi, c'est parce que j'avais besoin d'un stock. Je pense aujourd'hui qu'on peut monter une entreprise avec 500 €, si on est dans le service, par exemple, si on est oui, dans des choses qui nécessitent pas un gros apport financier, voilà, il faut se lancer. Après, il faut rester conscient, et je pense qu'il faut partir dans cette optique-là de se dire que cet argent, il est perdu. On le reverra plus. On oui, espère le revoir, on espère même en revoir plus, mais cet argent, il est perdu et que quand on met l'apport financier dans la société, il faut se dire que voilà, on le reverra plus et qu'il faut pas s'attendre à le revoir. Il faut être prêt à faire ce sacrifice. Parce que sinon, après, on va courir après l'argent. Dès qu'on va faire une erreur, on va dire, oh là là, j'ai perdu 500 €. Non, ces 500 €, normalement, tu les as déjà perdus quand tu les as mis dans ton auto-entreprise. oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est super en tout cas. Et, euh, et du coup, toi après, donc comment tu as fait un peu ce tremplin d'être auto-entrepreneur à créer cette SAS? Comment ça s'est passé tout ça? Alors, ça s'est passé que j'ai rencontré mon associé, Romain Clerc, Mm. qui est venu me contacter un jour sur LinkedIn. On s'était déjà rencontré une première fois, on avait bu un verre entre deux entrepreneurs pour échanger un petit peu de nos activités. Lui avait déjà une agence de communication qui fonctionnait très bien, qui avait déjà 3 ans d'existence, qui faisait du chiffre, qui avait embauché, donc tout se passait bien. Et moi, j'étais vraiment voilà, un petit entrepreneur à côté Mm. de lui. Et il m'avait contacté un soir sur LinkedIn et il m'avait dit, bah voilà, est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre ensemble? J'aimerais me lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale avec Payapat, avec toi, et j'aimerais qu'on construise quelque chose de plus gros. Et donc, honnêtement, s'il n'avait pas été là, de moi-même, jamais je me serais lancé en SAS parce que ça fait peur, parce qu'on Ouais. se dit qu'on n'est pas prêt, que c'est quand même beaucoup plus de responsabilités, c'est beaucoup plus d'argent investi, c'est un modèle économique qui va changer et c'est viser beaucoup plus gros. Et Mm. quand on a 19 ans et qu'on est tout seul, se dire qu'on va viser beaucoup plus gros alors qu'on pense qu'on n'a aucune légitimité, alors même si on a déjà travaillé, hein, mais Ouais. qu'on n'a aucune légitimité pour faire plus gros, bah c'est très compliqué. Donc moi j'ai eu la chance de l'avoir lui et qui m'a un petit peu poussé à voir plus gros. Et en fait, à partir du moment où on a décidé de monter une SAS tous les deux, la peur s'est estompée parce que je savais que voilà, j'allais pas avoir tout le poids sur mes épaules, Ouais. il allait avoir aussi un poids sur les siennes et que on allait voilà, on allait être deux dans l'aventure, on allait avoir deux visions, on allait être deux cerveaux à réfléchir dessus. Et donc, lui en plus avait l'habitude d'avoir des entreprises, donc j'ai été mis en confiance et je me suis dit, voilà, je peux lui faire confiance là-dessus. Il a une bonne vision, j'aime sa vision, il a de l'expérience, donc on y va. Ouais. Ouais, c'était plus rassurant du coup pour C'est toi. ça, c'est ça, C'est sûr, ouais. Et, euh, et donc après, vous êtes là actuellement 7, c'est ça? T'as une équipe de 7 personnes. c'est ça. On Ouais. est, on est sept, donc il y a les deux fondateurs, Ouais. deux alternants, un stagiaire en ce moment et deux personnes sur la communication en freelance. D'accord, super. Et ça s'est passé comment pour le recrutement? Comment tu t'en es, comment t'as fait pour recruter tout ça? Dès le moment en fait où tu avais ce statut de SAS, ça a été beaucoup plus simple après voilà de recruter des gens. T'as posté des offres sur LinkedIn, je sais pas comment t'as fait? Alors, oui, une fois qu'on est en SAS, c'est sûr que pour recruter ne serait-ce alors un stagiaire en auto-entreprise, on peut le recruter, hein. Mais D'accord. souvent, on n'a pas réellement le besoin et puis c'est pas très vendeur, en fait, si tu veux, d'arriver dans une structure qui, en fait, n'en est pas une, hein, parce que auto-entrepreneur, c'est juste autoriser quelqu'un à faire une activité, mais il est tout seul. Ouais. Donc, je suis même pas sûr en fait qu'un stagiaire peut être embauché par une auto-entreprise. Mais bon, passons. Et dans la SAS, tout simplement, on a commencé par des stagiaires au début de notre activité. Alors nous, il faut savoir qu'on a reçu notre premier stock avec la SAS la première semaine du premier confinement. Ah Donc ouais. là où tous les bars, restaurants étaient fermés, on avait déjà embauché des stagiaires parce qu'on s'attendait pas à ce Oh là nouveau là. confinement. On a quand même gardé les stagiaires parce que voilà, c'était 2 mois. Et puis on s'était engagé auprès d'eux pour leur fournir une formation. Donc on leur fournit une formation et une expérience professionnelle. Ouais. Et après, quand l'été s'est reparti et que la réouverture des bars a eu lieu, on s'est retrouvé face à un pic d'activité. Et c'est là où je me suis rendu compte, et c'est là où on s'est rendu compte que à deux, avec les ambitions qu'on avait, ça n'allait pas suffire. Ouais. Et donc il fallait qu'on embauche. Et donc tout simplement, en juillet, je crois, on a posté une offre sur LinkedIn.
On a reçu 93 candidatures Ah oui. qu'on a toutes regardées, bien évidemment. Et c'est ce jour-là où j'ai compris qu'un CV se lisait en 10 secondes. Et encore, je crois que j'arrivais à le faire en moins. Et donc, de ces candidatures, on a sorti 6 candidats qu'on voulait rencontrer. Et donc, les 6, on a passé des entretiens. C'est toujours un petit peu impressionnant, même pour nous, parce que c'était les premiers entretiens qu'on faisait passer. Oui. C'était pour une alternance, donc on allait s'engager avec la personne sur un an. Donc voilà, il y avait le stress de se louper, ça s'est très bien passé. Super. Et donc du coup voilà, ça fait un peu bizarre de passer de l'autre côté, parce que j'ai fait des Ouais. entretiens d'embauche pour des stages, et là de mener l'entretien et de devoir faire un choix, c'est une belle expérience, je trouve, ça apprend vite, qu'en fait je m'étais pas trompé au début en me lançant, c'est une école de la vie où on apprend tout super vite, et de la meilleure des façons, j'ai envie de dire, parce Ouais. qu'on est plongé dans le bain et soit on nage, soit on coule un petit peu. C'est ça. D'accord. Et donc tu parlais un peu du Covid et je voulais savoir donc, du coup comment ça s'est un peu passé, comment vous avez pu y faire face parce que c'est vrai, bah, ça a été dommage en fait des moments où il y avait des stagiaires, tout ça, ça a un peu mis le stop. Comment vous en êtes un peu sortis? Alors, au premier confinement, c'est vrai que ça a été un coup de massue parce qu'on démarrait notre activité. Enfin, ça a été un coup de massue, je pense, pour tout le monde, hein. Oui. Mais nous, encore plus, on démarrait notre activité, on avait un prêt à la banque, il fallait qu'on commence déjà à rembourser. Mmh. Donc, il y avait cette pression-là. Mais après, très vite, au bout de 15 jours de confinement, on a dit, bon, ben voilà, le confinement, c'est une fatalité, les bars vont pas rester fermés indéfiniment, donc on va préparer la réouverture. Et donc, c'est ce qu'on a fait, et on s'est mis dans une optique de, voilà, c'est un obstacle sur notre parcours entrepreneurial, on va le traverser et tout va bien se passer. Et ça s'est bien passé. Ouais. Le deuxième confinement en octobre, c'était un peu plus compliqué parce que là, on a vu que notre produit plaisait, on a vu que ça pouvait marcher réellement à l'échelle nationale, on a vu que voilà, les clients étaient demandeurs. Donc on avait de l'activité. Et là, pour le coup, le fait qu'on nous interdise de travailler alors qu'on avait la possibilité de se développer, Mmh. c'était dur, c'était très dur. Et notamment, là, on avait déjà recruté nos deux alternants qui travaillent sur la partie commerciale, un sur la partie commerciale française et une autre sur la partie commerciale internationale. Et donc là, c'était très dur parce qu'il y avait à la fois le stress un petit peu de est-ce que la société allait tenir, est-ce Eh qu'on, oui. voilà, on était en pleine tempête. Et en même temps, il fallait garder un petit peu les troupes motivées pour, si jamais ça repartait, bah voilà, fallait qu'on réponde présent. Bon, c'est pas reparti tout de suite, hein, ils nous ont laissé pas mal de temps, mais il y avait à la fois le côté, voilà, c'est du management, il fallait les rassurer dans le sens où ils n'allaient pas perdre leur emploi, ils n'allaient pas perdre leur expérience, ils n'allaient pas perdre tout ça, et il fallait continuer à travailler en fait. Il fallait qu'on aille, qu'on continue à travailler, qu'on reste dans une optique et une dynamique de travail pour être prêt le jour où ça allait réouvrir. Et donc c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, d'un point de vue d'un entrepreneur, là je parle pour moi, c'est vrai que c'est très compliqué Mmh. parce que du coup on doit encaisser son propre stress du confinement parce que même en tant qu'humain, bah, c'est stressant. Eh oui. Il fallait encaisser le stress de la société et il fallait encaisser le stress de nos employés parce que voilà, ils étaient stressés, ce qu'on peut comprendre, et donc il fallait encaisser tout ça, et donc c'est beaucoup de poids sur les épaules, et c'est là où j'étais content qu'on soit deux, notamment. Mmh. Et après, voilà, on voit ça comme des obstacles, et on se dit que si on arrive à sortir de tout ça, bah, ça peut que nous rendre plus forts. Et je pense que ces deux confinements ont fait grandir le projet à une vitesse folle, parce qu'on s'est retrouvé face à des problématiques très compliquées auxquelles on a su Ouais. répondre. Et donc, ça a permis de nous développer. Donc, nous, on a vu ça un petit peu, j'ai pas envie de dire comme une opportunité, Mmh. parce que ça nous a quand même bien freiné, mais encore une fois, comme une formation, comme un obstacle sur notre parcours et qu'on a su gérer, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais je souhaite en tout cas que le meilleur pour vous là avec ce relancement des bars et des Ouais, restaurants, cette réouverture. merci. J'espère qu'on va pas avoir un troisième. Oh non, non, Un non, quatrième, ouais. espérons pas. Ah oui, non, quand même. Super. Et j'avais pensé du coup, donc tout ce qui était, voilà, le côté commercial, donc t'as dit qu'il y avait un alternant
pour le côté commerce en France et un autre pour le côté commercial à l'étranger. Donc voilà, je voulais savoir comment vous avez pu vous développer à l'étranger. Donc ça va être plus être le travail aussi de l'alternant. Mais bon, je suppose que vous l'avez formé. Donc comment Oui. ça s'est un peu passé tout ça? Alors, en fait, ce qui nous a vraiment poussé à s'internationaliser très vite, c'est justement les confinements. Dans toute crise, on peut voir, toute crise est une opportunité. Mmh. Et ça a été le cas parce que du coup, on s'est rendu compte que dans d'autres pays, bah, les bars n'étaient pas fermés. Et donc, on a voulu aller chercher ce chiffre-là ailleurs, dans d'autres Ouais. pays. On avait les moyens logistiques, on avait le stock pour, on avait les compétences en interne, donc on a dit, on fonce. Et donc, ça s'est traduit par des exportations. Alors, dans un premier temps, dans l'espace Schengen, avec la Belgique, avec la Ouais. Suisse, avec un petit peu l'Italie et avec l'Espagne. Et donc, ça nous a permis, l'Espagne, de prévoir pour cet été une implantation physique là-bas. C'est-à-dire qu'on va avoir un stock sur place, on va vendre depuis la France, mais on va pouvoir traiter en direct avec les établissements espagnols. Là où Génial. aujourd'hui on traitait avec des revendeurs. Et en fait, on a la même stratégie qu'en France, c'est-à-dire on a une implantation physique en Espagne Mmh. et on va expédier directement au bar, ceux qui veulent bien évidemment, on va expédier directement au bar notre produit. On va plus passer par des revendeurs. Et comme ça, on transmet à la fois la marque, mais aussi notre proposition de valeur, ce qu'on ne pouvait pas faire avec des revendeurs. C'est-à-dire que là, avec les revendeurs, on leur fournissait qu'un produit. Aujourd'hui, on leur fournit à la fois un produit, mais surtout notre proposition de valeur qui est de dire on vous accompagne réellement dans une transition écologique parce que cette fois, on est en contact direct avec eux. Donc, c'est ça qui a un petit peu changé et c'est là où on se développe à l'international. Donc, c'est là où il y a beaucoup de boulot parce qu'on va toucher à de la logistique, on va retoucher à du transport, Ouais. on va retoucher à du commerce international. On ne vend pas pareil en Espagne que ce qu'on vend en France. Donc, voilà, c'est ça un petit peu toute l'internationalisation de paille à pâte. Et à terme, et on est en train de négocier voilà, d'autres contrats, que ce soit pour l'île Maurice, que ce soit pour New York. Ah oui. Et donc, on essaye de se développer un petit peu comme ça. Là, ça sera des revendeurs, mais on essaye de se développer comme ça à l'international. Et donc, ça s'organise. Il faut savoir repérer les opportunités. On ne fonce pas. New York, ça n'a pas été un choix parce que c'est New York. C'est qu'on a eu Ouais. une opportunité là-bas qui nous a fait dire, OK, on a analysé ça, on peut essayer d'aller là-bas. Donc, euh, donc voilà. D'accord, bon, c'est super, c'est vraiment génial. Et donc après, bah, pour la communication, donc vous, par exemple, je sais pas vraiment ce que vous utilisez. Je crois que tu as dit Instagram tout à l'heure, si je me trompe pas. Donc C'est ça. ouais. Vous avez plusieurs comptes, des comptes étrangers. Vous avez qu'un compte français et Alors, on est présent sur Instagram. On gère notre communication beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on est également beaucoup présent dans la presse. On a eu des articles sur France 3, d'accord. dans des magazines comme Hôtellerie, Restauration. Enfin, on a eu des articles dans ces magazines-là. Ouais. On a eu un article dans Capital, et Ah on a oui. eu un passage télé à France 3. Donc, on communique aussi beaucoup grâce à la presse. Mm. Après, au niveau des réseaux sociaux, oui, on a un compte pour la France et un compte pour l'Espagne qu'on développe. Et à Ouais. terme, si demain on s'implante à New York, il y aura un compte pour les US. Et l'idée, c'est vraiment de démultiplier les comptes parce qu'on ne peut pas communiquer qu'en anglais, parce que Ouais. les Espagnols ont besoin d'une communication en espagnol. On ne pouvait pas tout mélanger. Donc, c'est pour ça qu'on développe des communications bien spécifiques pour chacun des pays. Il faut savoir s'adapter au marché dans lequel on arrive. Oui, bien sûr, tout à fait. Bon, eh bien, je pense que c'est le moment de faire la petite pause anecdote. Allez, c'est parti, je lance le jingle. Si, j'ai une petite anecdote. Après, elle est pas drôle, mais je trouve qu'elle en dit long sur la motivation que doit avoir un entrepreneur quand il se lance. C'était bah, justement au début, quand j'étais en auto-entreprise, c'est moi qui allais prospecter donc les bars tous les week-ends. Ouais. Et un jour, voilà, j'ai prospecté dans un restaurant italien, donc voilà, vraiment notre cœur de cible, parce que en plus les pâtes sont italiennes, voilà. Ah oui. Et le patron était italien. Et donc déjà, je rentre, je me présente, je lui montre le produit. Il fait une très belle remarque en disant oui, c'est des pâtes, quoi. Bah oui, c'est le principe de la paille. Et je me suis fait jeter dehors, un coup d'insulte et en Mais non. gros, casse-toi.
Parce que voilà, on a démoli et le produit, il m'a démoli l'entreprise, il m'a démoli moi personnellement. Je pense qu'il était dans un mauvais jour, hein. Ouais. Et donc dans ces moments-là, quand on a 18 ans et que c'est le 3 ou 4e bar qu'on rencontre depuis le début de l'activité, bah on sort de là, on est un peu brassé. Et au début, j'étais vraiment brassé. J'ai dit, allez, j'arrête ma prospection pour aujourd'hui. Et là, on remet tout le concept en question, Ah. on remet tout en question. On dit, mais en fait, mon produit, peut-être qu'il a raison, peut-être que, voilà, en fait, je suis qui, moi, à 18 ans pour ça? Parce qu'il avait aussi attaqué le fait que je sois très jeune. Mmh. Et donc, on remet tout en question. Et dans la voiture, en rentrant chez moi, je me dis, mais en fait, non, c'est pas ça. Je dis, il faut pas que je m'arrête à un avis. Ouais. Quand quelqu'un me dit que c'est bien, je m'arrête pas sur un seul avis. Je veux son retour, je veux l'avis d'autres bars, je veux l'avis de tout le monde. Et quand je vois ce qu'est devenu Payapat aujourd'hui, et quand je repense à ce qu'il a dit ce jour-là, eh ben, je me dis, en fait, j'ai bien fait de pas l'écouter, ce Mmh. monsieur. Parce que il y a des gens qui vont critiquer ce que vous faites. Il y a toujours des gens qui vont trouver une faille, qui vont essayer de chercher la petite bête, qui vont essayer de critiquer ce que vous faites, soit par jalousie, soit par conviction personnelle. Mais ce jour-là, j'étais bien content de ne pas l'avoir écouté et de continuer à avancer. Voilà, je savais où est-ce que je voulais emmener cette entreprise, encore plus maintenant. Et donc, on se met un petit peu dans sa bulle. Non pas qu'il faut pas écouter les retours négatifs, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Tant Mmh. que les retours sont constructifs, il faut bien évidemment les prendre. Mais là, c'était vraiment un petit peu de la méchanceté gratuite. Et il avait bien vu qu'à 18 ans, j'étais tout frêle et qu'on pouvait m'attaquer très facilement. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que, voilà, en fait, il y a que les porteurs de projets qui peuvent porter le projet. Ça paraît bête comme ça, mais il y a que ceux qui l'ont développé, il y a que ceux qui l'ont créé, ce projet, qui peuvent l'emmener là où ils veulent l'emmener. Et que les gens qui vont critiquer, qui vont être jaloux, Mmh. voilà, qui vont pas y croire, ben c'est leur problème, en fait. Tant que nous, on croit en notre projet, c'est nous qui le faisons avancer. Il y a que nous qui le connaissons parfaitement. Donc, il n'y a que nous qui pouvons savoir si c'est une bonne idée ou pas. Après, il n'y a pas de mauvaise idée, hein, bien sûr, Oui. mais il n'y a que nous qui pouvons savoir si notre produit est fiable. Et aujourd'hui, j'en suis convaincu. C'est sûr. D'accord, ouais, bah, sacrée anecdote, hein? Oui, oui, c'était pas le meilleur jour de ma vie, hein, ce Bah, jour-là, ouais, mais j'imagine. ça m'a permis d'avancer en fait, parce que et de me rendre compte que bah, il faut pas écouter tout ce qu'on nous dit, que ce soit Mmh. positif ou négatif. Il faut se mettre dans sa bulle, il faut avoir confiance en soi, confiance en ce qu'on fait. Et à partir du moment où des clients sont prêts à sortir leur carte ou leur chéquier pour payer, c'est que le produit est bon. C'est que le Oui. produit a rencontré son marché. Mmh. Tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, vu qu'on est un peu dans dans l'instant conseil, Ouais. si tu as peut-être d'autres conseils à donner, bah, aux futurs étudiants entrepreneurs, d'autres conseils que toi, tu aurais aimé, des choses que tu aurais aimé savoir ou voilà, des aides, si tu en as, on est preneur. Et ben, bah, la première chose que je pourrais dire aux étudiants, aux futurs étudiants entrepreneurs, c'est déjà lancez-vous pendant vos études. Mmh. Parce que c'est là où on prend le moins de risques. C'est-à-dire qu'on peut, pendant 2, 3 ans, ne pas se rémunérer, que c'est pas grave. Ouais. Parce que on a encore les études, parce qu'on a encore le temps de se planter. Et que ça n'empêchera pas demain, à la sortie de vos études, de trouver un emploi. Bien au contraire. En fait, vous allez valoriser votre CV, vous allez valoriser votre expérience et surtout, vous allez mettre en pratique à échelle réelle ce que vous avez appris en cours. Alors, ça dépend de votre formation, on est bien d'accord, mais vous allez vraiment, ça va être l'école de la vie. On apprend énormément au travers de l'entrepreneuriat et encore plus quand on est jeune. Et aujourd'hui, on pensait quand je me suis lancé que être entrepreneur jeune, c'était un frein. Alors Mmh. qu'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un moteur pour votre activité parce que vous allez arriver avec un œil candide, c'est-à-dire que vous allez arriver sur votre marché avec un œil frais, avec un œil de consommateur. Vous n'allez pas arriver avec un œil de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience sur ce marché, qui a tout vu, qui a tout vécu. Non, vous allez être nouveau. Et donc, vous allez avoir cet esprit candide qui va vouloir révolutionner le marché. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, mais cette vision jeune et cette vision novice de quelqu'un qui n'y connaît rien, en fait, ça va vous permettre de voir des choses que des gens pour qui ça fait 10 ans qu'ils sont sur ce milieu-là ne voient pas. Mmh. Et vous, parce que vous êtes nouveau, vous allez voir. Donc il y a déjà ça, c'est une vraie force que vous allez avoir en tant qu'entrepreneur. Et d'un point de vue personnel,
c'est la meilleure expérience. Certes, ça vous demande du temps au départ. Moi, j'ai sacrifié beaucoup de week-ends, mais quand on est étudiant, ça dépend encore une fois de la formation, mais je trouve qu'on a énormément de temps de libre. On peut se trouver du temps, que ce soit 2-3 heures par jour, c'est pas énorme et ça se fait. Ça va être les samedis, ça va être le dimanche. Il y a du temps de libre qu'on passe pas sur Instagram, qu'on passe pas sur notre téléphone, qu'on peut mettre à profit de cette manière-là. Donc, c'est vraiment la meilleure des choses parce que ça va vous apprendre énormément et vous allez monter en compétences. Et que si demain, pour X ou Y raison, l'entrepreneuriat c'est fini et qu'à 25 ans, vous cherchez un emploi, eh ben, le fait que vous vous soyez planté, ça traduit le fait que vous avez fait beaucoup d'erreurs, mais que si vous avez fait ces erreurs, vous ne les referez pas. Donc ça, aux yeux d'un employeur, c'est très appréciable parce que du coup, on sait que il s'est lancé et que c'est des compétences que vous allez jamais apprendre dans n'importe quelle école, même la meilleure école de France, vous allez jamais apprendre ces compétences-là parce que tant que vous l'avez pas vécu, vous pouvez pas le savoir. Et c'est pour ça que je trouve que de le faire pendant ses études, c'est limiter les risques. On n'a pas d'enfants à nourrir, on n'a pas de toit à payer, on n'a pas tout ça. Donc, on peut se permettre de prendre des risques à la hauteur de ses moyens quand même, hein. Mais voilà. Et donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur moment pour se lancer, pour limiter les risques dans un premier temps, développer un maximum de compétences et surtout réussir dans ce que vous allez faire, justement grâce à cette vision candide, grâce à cette vision de novice qui n'y connaît rien. En fait, vous allez pouvoir voir des choses que d'autres personnes en 10 ans n'auront jamais vues. Ouais. Donc, c'est les conseils que j'aurais bien aimé qu'on me donne, et surtout ne pas avoir peur. On a le droit de se tromper et il faut se tromper. Je recommande même de faire un maximum d'erreurs au début, des erreurs qui vous coûtent pas trop cher quand même, c'est mieux, mais un maximum d'erreurs dans le sens où une fois qu'elles sont faites, vous ne les referez plus. Et surtout, ça va vous apprendre énormément. Il faut pas avoir peur de se tromper, il faut pas avoir peur de couler une boîte. Il faut se lancer, et souvent, on est tellement accompagné, on peut trouver des solutions d'accompagnement dans des incubateurs, auprès de professionnels, auprès des universités, auprès de tout ça, que on peut se lancer sans avoir la crainte de réellement se planter de manière grave. Je parle notamment d'un point de vue financier. Donc voilà, il faut pas avoir peur et il faut y aller. Et l'aide, on peut la trouver partout, l'aide gratuite. On peut la trouver partout, des échanges, ce podcast. Ça peut être n'importe où. Et toute aide est bonne à prendre. Il faut pas avoir peur. Ouais. Mais merci pour tous ces conseils. Mais je t'en prie. C'était très beau. À chaque fois, tout le monde fait de très beaux discours, en tout cas. C'est vrai? Oui. Bon, bah, tant mieux. Si je me suis bien débrouillé, tant mieux. Oui, vraiment, vraiment super. C'était très intéressant et je pense que, et j'espère en tout cas que ça va en aider plus d'un à se lancer. Bah, j'espère aussi. C'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver dans ma vie à l'heure d'aujourd'hui, c'est de m'être lancé et d'avoir sauté. C'est un saut à l'élastique, hein, mais l'élastique vous rattrape toujours. Donc non, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc ceux qui sont intéressés par ça, bien sûr, lancez-vous, faites-vous plaisir et kiffez ce que vous faites. Ouais, c'est bien dit. Si ça dit, je mettrai, si tu me permets, ton lien vers ton profil LinkedIn, le lien vers le Bien profil sûr, LinkedIn dans la bien sûr. description, comme ça. Voilà, si peut-être des personnes ont des questions à te poser. Et je suis beaucoup d'entreprises en lancement. Je conseille beaucoup gratuitement, bien sûr. Je conseille beaucoup de jeunes entrepreneurs. Donc, c'est avec plaisir. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent venir Ah, me mais génial. contacter. On prendra 1 heure pour prendre un café, vu que ça va réouvrir, ou pour boire un verre. Et pour discuter de tout ça, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Eh bien, génial. Eh bien, écoute, je te remercie. Merci à toi, Mégane. Et puis, bravo pour ce podcast et ce que tu fais. C'est très gentil. Bravo à toi, hein, pour Paille à Pâtes, c'est top. Bah, merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Mathieu de m'avoir accordé de son temps. Je vous laisse son profil LinkedIn en description comme d'habitude ainsi que son site internet et si vous avez des questions, je pense qu'il sera ravi de vous répondre. Aussi, si vous souhaitez challenger votre stratégie marketing ou alors avoir des conseils en SEO ou alors en stratégie de contenu, écrivez-moi sur LinkedIn ou bien sur le site de l'agence Sur Place Importée. Et pour finir, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast et à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. À très vite pour le prochain épisode.